Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Plus de 72 heures après l'annonce du décès du maréchal du Tchad, il n'existe toujours pas de version officielle et détaillée de la mort d'Idriss Déby. Les funérailles nationales du maréchal Idriss Déby ont eu lieu ce vendredi 24 avril à N'Djamena, la capitale, avant son inhumation dans son village natal, dans la stricte intimité familiale. Le président français, Emmanuel Macron, a pris part à ces funérailles. Mais quelles sont les véritables causes de la disparition du président Idriss Déby? Suivons maintenant le décryptage de cette interrogation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Messieurs, la malice et la bêtise, alliés inséparables et sans scrupules, viennent encore de signer, par leur mode opératoire éculé, leur énième crime sur le continent africain. Et elles ne sont pas prêtes de ronger leur glaive assoiffée de sang. Eh bien, Idriss Déby Itno est tombé. Ils l'ont assassiné dans une lâcheté qui n'a d'égal que la misère mentale des deux acolytes habituels. Pour le pouvoir, pour l'un, le mandataire, un pouvoir éphémère, juste le temps d'accomplir les basses besognes du bourreau, en chef qui finit toujours par se débarrasser, à son tour de l'exécutant servile, le nègre de maison, l'idiot utile. L'Afrique en constitue aujourd'hui un vivier. Triste référence. Pour l'autre, le maître, un pouvoir plusieurs fois séculaire, maintenu par les mêmes méthodes depuis au moins la conférence de Berlin de 1884-1885, mais plus longtemps avant, depuis la malheureuse rencontre entre l'Europe et l'Afrique au XVe siècle. Depuis ces deux dates, eh bien, le commanditaire a pris ses aises dans des pratiques mafieuses dont il a maille à se départir depuis que ses méthodes funestes, défraîchies, lui garantissent confort et domination perpétrée sans trop de peine. Vous l'aurez compris, le malheur de l'Afrique tient à deux catégories de personnages, les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur. Si le premier, il faut le dire ainsi, est plus insidieux, c'est bien le second qui est le plus vicieux. Cerveau de toutes les opérations d'assassinat, de déstabilisation et de trafic d'influence depuis au moins un siècle en Afrique. De Barthélemy Boganda en 1959, en République centrafricaine, de Kadhafi en Libye en 2012, en passant par Sylvanus Olympio du Togo en 1963, sans oublier François Tombalbaye du Tchad en 1975, Thomas Sankara du Burkina Faso en 1987, Oumniobé en 1958 et Félix Moumié en 1960 du Cameroun. Et la liste est loin d'être exhaustive. La liste des chefs, surtout de l'assassin en chef, il faut le dire comme ça, des libertés pourtant auto-érigées, en pays des droits de l'homme, c'est toujours illustré par sa puissance de nuisance sur le continent de Soundiata Keïta. Cet exterminateur est bien, il faut le dire comme ça, la seule ancienne colonie dont l'apparente et très éphémère prospérité ne tient qu'au système de pillage systématique de l'Afrique, parti d'un concept moribond de France-Afrique, qu'un héros d'un certain 18 juin a savamment mis sur pied au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Depuis, tous frappés de paresse doublée de malhonnêteté intellectuelle congénitale, les successeurs du géant que par la taille n'ont jamais pu inventer un autre modèle que celui de la France sans su sur l'Afrique. Résultat des courses, la France s'accroche sans jamais pouvoir ni savoir se défaire de son pitoyable statut de parasite éternel, au point où même ses voisins européens commencent à s'en agacer. Mais la conséquence pour l'Afrique, c'est le chantage à la déstabilisation. Pour quiconque refuserait de se soumettre en affichant la moindre velléité de liberté. Le prédateur, attitré de l'Afrique depuis la fin de la guerre des 100 ans en 1453, n'a jamais pu se défaire et surtout se refaire une santé économique en dehors de la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme actuel. Et ce n'est pas dans sa situation de décrépitude économique avancée actuelle qu'elle daignera changer de paradigme. Eh bien, depuis, la France s'est spécialisée dans la stratégie du chaos, verrouillée par des accords criminels après la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la création par 3 Français du franc CFA, mais aussi des accords monétaires militaires, des accords économiques et politiques, officiels et officieux, après les pseudo-indépendances des années 1960, qui allaient sceller le sort de centaines de millions d'Africains. Bien, Jacques Foccart, le cerveau du général opportuniste, allait faire aujourd'hui chanter les chefs d'État africains en les imposant et en les démettant à sa guise. Depuis, les réseaux bien huilés de ces abominables semeurs de misère continuent de faire des victimes. Mais, à chaque fois qu'un chef d'État africain prit l'initiative de prendre et surtout de mettre sur pied la rupture totale avec la France et l'Occident, eh bien, messieurs, vous connaissez la suite.
il a été assassiné. Mais commençons déjà par regarder, messieurs, avec vous ce matin, cette vidéo qui date bien sûr d'il y a quelques jours, pendant, il faut le dire comme ça, la campagne électorale du côté du Tchad. Eh bien, le maréchal Idriss Déby Itno en parle. Il veut la rupture totale avec la France. Substitut aux ennemis de cette nation. Vous trouverez ailleurs en Afrique la même chose. Des gens qui se substituent d'hier à ceux qui nous ont colonisés, à ceux qui nous ont pillés, pour encore nous maintenir dans l'esclavage, dans le colonialisme, continuer à piller nos richesses et plus jamais et plus jamais, nous Africains, nous devions nous battre tous azimuts. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. On doit arracher comme on doit arracher cela. On doit arracher cela. Aujourd'hui, tous les pays connaissent, beaucoup de pays connaissent des problèmes d'insécurité. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est tombé du ciel? Financé par qui? Armé par qui? C'est l'extérieur toujours. Donc, toutes les stratégies sont montées pour que le continent n'avance pas. Toutes les stratégies sont montées pour que l'Afrique reste ce qu'elle est aujourd'hui. Et on continue à assassiner les hommes politiques. On continue à assassiner, comme on a assassiné François Tobabaye, qui avait refusé le pétrole, qui a refusé le pétrole de donner à la France et qui a donné aux Américains. Et il avait dit, le jour où signait la convention avec ExxonMobil en son temps, Konoko, j'ai dit, Konoko en son temps, à Toba, en 1972, je suis en train de signer mon arrêt de mort. C'est ce qu'il avait dit en son temps. Exactement, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, et lorsqu'on écoute justement Idriss Déby Itno dans cet élément, messieurs, on comprend pertinemment que lui-même venait de signer son arrêt de mort. Je me tourne vers vous, docteur Yambin Timba, pour prendre votre réaction. La vérité est que la seule chose que nous pouvons dire aujourd'hui, lorsque nous considérons l'enchaînement des événements depuis pratiquement 4-5 ans, c'est que le moment est venu, effectivement, de réaliser cette rupture. Nous allons pleurer, nous allons dire que nous avons perdu un aîné, un président de la République, un soldat, quelqu'un qui, dans tous les cas, l'homme que nous avons connu ces 10 ou 15 dernières années, était devenu effectivement une personne qui avait su restaurer la connexion avec le peuple. Parce que le problème avec la plupart des élites, quelquefois, enfin, élite, vous avez toujours dit l'Afrique n'a pas d'élite en réalité, la plupart des dirigeants politiques, c'est qu'il y a une déconnexion totale avec le peuple. Et là, on a quelqu'un qui avait réussi à reconstruire, la connexion entre les décideurs, entre le décideur politique qu'il était et le peuple qu'il dirigeait. Cette reconnexion ou cette connexion est l'une des choses qu'il faut toujours casser en Afrique. Or, c'est dans cette connexion que se trouve l'essence du contrat social. Le problème de l'Afrique francophone, c'est qu'elle n'a pas de contrat social, contrairement aux autres parties de l'Afrique. En Afrique, vous avez, comme on vous dit par exemple, des gens qui arrivent dans des avions et qui vont aller diriger un pays. Aucune connexion, aucune relation. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez donc systématiquement, à un moment donné, des gens qui sont obligés, ou des gens qui reconnaissent signer leur arrêt de mort, au moment où les intérêts ils sont désormais en porte-à-faux avec les intérêts qui les ont mis au pouvoir. Il n'y a pas 10 000 choses à faire. Il faut mériter d'avoir survivre à Déby, et je crois que c'est ça que les chefs d'État actuels de la CEMAC et de la CEAC doivent faire. Mériter de survivre à Déby. Et ceux qui mériteront de lui survivre
je crois qu'ils n'ont pas 10 000 choses à faire. Ils doivent mettre fin au franc CFA tout de suite et créer la monnaie de la CEAC, 10 pays. Ils doivent tout de suite mettre fin à l'OADA et créer notre propre cadre de droit des affaires. Ils doivent être tout de suite sortir de la francophonie parce que nous devons avoir une réaction ferme. Il faut sortir de la francophonie. Il faut mettre fin à la CEMAC, à l'UMAC, avec tout ce que cela comporte. Il faut rapidement constituer, créer le quartier général de la force multinationale, de la force armée de l'Afrique centrale pour sécuriser nos frontières, créer également la force douanière de l'Afrique centrale, les 10 États, parce que nous ne pouvons plus continuer à y aller en rang dispersé. Nous ne pouvons plus continuer à y aller les uns face au bourreau connu, tout seuls, comme des gens qui vont à un abattoir, des agneaux qui vont à un abattoir alors qu'ils savent très bien qu'ils vont à un abattoir. Il est temps de fédérer nos forces pour pouvoir faire de l'Afrique centrale ce qu'elle est. Lorsque dans l'Antiquité, on disait qu'il y avait le char des dieux ici, dans cette zone, ce n'était pas par hasard. J'imagine quand même que les gens qui ont vécu ici 2000, 3000 ans avant nous connaissaient quand même ce qui s'est passé à cette époque mieux que nous. Et qu'ils aient dit qu'au Cameroun, il y a le char des dieux, ce n'était pas gratuit. Qu'ils aient dit que les 4 rivières qui arrosent la zone où le monde, les hommes, pour la première fois, se sont constitués de façon sociale solide, se trouvent dans cette partie de l'Afrique centrale. Ce n'est pas gratuit. Ils ont observé quelque chose à l'époque, ils ont observé quelque chose des centaines de millénaires, des dizaines de millénaires avant, et même certains racontent 200 000 ans avant. Nous devons préserver ces acquis, nous devons préserver cette zone. Et je crois que Déby, en parlant du pétrole, ce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas compris, c'est que, vous vous souvenez, M. Ngos, nous en parlions ici, je crois que c'était l'année dernière, oui, les conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle. Et lorsque vous avez des pays qui aujourd'hui se retrouvent avec des dettes qui ont grimpé en flèche et qui se retrouvent à 120, 150, 180%, 200% de leur PIB, ces pays-là cherchent des ressources partout. Et je crois que, sauf si on n'est pas au courant, mais il y a de nouvelles perspectives d'exploitation pétrolière et gazière au Tchad. Et je pense que le président Déby, 2 choses ont dû faire mettre sa tête sur le bio. La question du franc CFA, pour laquelle il militait de plus en plus ouvertement pour la fin. Et il y a le pétrole tchadien. Vous avez besoin, lorsque vous avez besoin de pétrole gratuitement, vous avez besoin de gaz gratuitement, vous retournez, quand vous vous appelez la France ou l'Europe, vous retournez vers l'Afrique. Et vous venez en Afrique où vous n'achetez pas. Au Moyen-Orient, vous achetez. Quand vous prenez un baril de pétrole, vous donnez de l'argent en contrepartie. En Afrique francophone, quand vous prenez un baril, vous écrivez sur un document que vous avez pris un baril et bon, vous devez 10 $ ou 20 $ à ce pays-là. Et vous ne payez rien. À la limite, quand vous êtes gentil, vous mettez 50% dans le compte d'opération. Mais en réalité, vous retenez jusqu'à 85% parce qu'il y a une série de frais que les Africains ne connaissent, le grand public ne connaît pas. Et donc, au fond, le pays se retrouve avec à peine 10, 15 ou 20% de ce qu'il a gagné. Et je crois que le président Déby, après l'accrochage qu'il avait eu avec, dans le cadre du pipeline et dans le cadre du fonds de solidarité pour le futur, je crois qu'il avait décidé de voir les choses autrement. Et s'il y a une chose qui fera toujours problème dans les relations de l'Afrique avec l'Europe, et particulièrement avec la France, ce seront toutes les questions d'argent. Il faut les dire trivialement pour que tout le monde comprenne. C'est les questions d'argent. Alors, questions d'argent, de richesse. Non, si vous dites richesse, c'est trop gros, ça paraît trop important. Argent. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas idée des querelles de chiffonniers que cela représente. C'est-à-dire que vous êtes parfois sur des discussions de quelques millions de francs CFA hein, entre ces États-là qui sont... C'est-à-dire vous vous demandez, mais comment des États arrivent à discuter, comment une puissance, un pays qu'on appelle être l'un des plus 10 premiers pays dans le monde, discute de millions de francs CFA avec un pays africain où
toutes les images qui circulent dans son propre pays, celui qui est riche, sont des images de la misère la plus totale. Mais comment peuvent-ils discuter de millions de francs CFA? Mais là, je vous parle de choses comme par exemple ce que nous devons payer chaque fois qu'on commande les billets et les pièces de francs CFA. Oui. Donc vous avez des arguties sur des détails qui sont quand même incroyables, parce qu'on vous dit non, il faut qu'on envoie tel consultant, et puis les Africains disent mais non, il ne faut pas du tout. Le problème, c'est que les Africains l'ont bien compris. Le Tchad représentait pas seulement un verrou sécuritaire, mais le Tchad a une position extrêmement importante en Afrique en ce moment. Le président de la Commission de l'Union africaine est tchadien. Le gouverneur de la BEAC est tchadien. Quand vous avez l'organisation continentale qui jouit du succès, du soutien d'un président, vous avez le patron de l'institut qui permet la présence d'un ancien colonisateur ou tuteur dans une zone, et lui assure le contrôle de cette zone via le franc CFA, mais que c'est ce président-là qui critique cette monnaie, alors que c'est son compatriote qui dirige cette banque. Et de l'autre côté, vous avez l'Union africaine, c'est son compatriote qui est à la tête de l'Union africaine, mais il critique, parce qu'on attendait critiquer l'Union africaine sur un certain nombre de sujets. Alors, on en verra d'ailleurs des images tout à l'heure, hein, messieurs. Donc, vous constatez que ça devient quelqu'un qui sérieusement fait peur. On se demande, mais est-ce que ce n'était pas forcément l'allié dont on rêvait, parce qu'il a quand même toutes ces positions que son pays contrôle, mais comment se fait-il qu'il est le plus critique par rapport à tout ça? Ça ne veut peut-être pas nécessairement dire que les autres présidents de la zone CEMAC, par exemple, ne critiquent pas le franc CFA. Oui. Mais ça veut dire qu'ouvertement, il a pris position et il a porté ce combat sur la place publique. Dans ma réaction, vous me l'avez demandé. Ma réaction, je vous l'ai dit. Nous devons pouvoir nous assurer que chaque fois qu'un président africain meurt comme ça, qu'il y ait quelque chose qui change. Lorsque Sadat est mort, quelque chose a changé au Moyen-Orient. Vous le savez. Lorsque vous avez dans d'autres parties du monde des chefs d'État qui décèdent, quelque chose bascule. Lorsque Kennedy est décédé, quelque chose a changé complètement. Et a basculé justement. Et aux États-Unis. La mort de Kennedy a conduit à la loi sur les droits civiques et au changement sur les relations Est-Ouest. Lorsque vous avez des gens qui décèdent dans certains pays, lorsque vous avez un certain nombre de personnes qui décèdent dans certains pays, il y a des changements. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui en CEMAC, en Afrique centrale, de laisser la mort des Déby passer simplement comme un événement, oui, un événement insignifiant. La mort d'Idriss Déby doit être le moment de dire non, le moment de mettre fin, de reprendre ces combats qu'il menait et de dire, de reconnaître enfin publiquement qu'en réalité on le soutenait tous. Parce que je ne connais pas un seul chef d'État africain qui lui est particulièrement content, en tout cas de l'Afrique centrale, particulièrement content que la France garde officiellement 50% de nos recettes d'exportation dans son compte d'opération. Il n'y en a pas un seul. On a vu l'action du président Denis Sassou Nguesso avec la Chine, avec le yuan à l'époque. Vous vous en souvenez, quand il était allé signer un accord avec la Chine pour que désormais toutes les transactions avec la Chine se passent en yuan, ou alors que ce soit uniquement par troc pour éviter qu'il y ait des transactions financières et que ça passe justement le compte d'opération. Voilà. Donc il y a eu ça. Vous avez la Guinée équatoriale qui est dans une dynamique de contournement de tout cela. On a vu que la Guinée équatoriale pendant un moment a placé ses avoirs dans d'autres banques qu'au Trésor français. Et ça leur a créé énormément de problèmes. Vous vous souvenez du procès de son fils, vous vous souvenez des tentatives de coup d'État qu'ils ont essuyé là-bas. Vous vous souvenez aussi, je préfère ne pas parler de la Centrafrique. Vous avez parlé de Mme Panza, des pressions qu'elle a depuis Mme Panza qu'elle a subies. Oui. Mais ça a été un déclencheur. Le problème, c'est que les Africains ne s'en rendent pas compte. Il est beaucoup plus difficile de manipuler une femme pour les Européens. Observez bien, ça a été très compliqué de manipuler Mme Panza. Et tout ce qu'on a pu faire, c'est de la chasser le plus rapidement possible. Donc, vous avez, je ne parlerai donc pas de la Centrafrique qui est d'ailleurs pratiquement sortie du giron français. Il reste peut-être de France ou d'autres choses, mais pratiquement sortie. Vous vous souvenez qu'au Cameroun, la BEAC
sous la pression du Cameroun, la BAK est obligée de demander à toutes les multinationales de rapatrier d'abord, qui exportent, de rapatrier d'abord le fruit de toutes les exportations avant qu'il y ait des sorties de fonds, mais que ce soit d'abord comptabilisé ici avant toutes les opérations internationales. Évidemment, ça courrouce les gens. Le grand public, peut-être, ne le voit pas toujours comme cela, mais ça courrouce énormément les gens. Vous vous souvenez au Gabon, qui a eu je crois que c'était une multinationale, je ne sais plus exactement laquelle, mais qui avait été, dont on demandait le redressement, je crois, autour de 400 millions ou 800 millions de dollars. C'était Total. C'était Total. Donc, vous vous en souvenez. Donc, il y a quand même des actions qui se passent dans chacun de ces pays. Le problème, c'est que c'est dispersé, en rang dispersé. Nous devons nous coaliser. En réalité, il n'y a pas un seul pays au monde qui peut prétendre battre une zone qui a quand même 400 millions d'habitants. Vous croyez qu'il y a des gens qui peuvent se lever et venir dire que les 10 pays de la CEMAC, qui sont capables de les battre, de les raser de la carte comme ça? Donc, nous devons nous mettre ensemble. Et Déby nous a envoyé un message pendant cette campagne électorale. Vous devez savoir que le combat sera rude. Le combat sera très rude parce que, en réalité, les gens ont envie de travailler, de gagner, de vivre avec nos ressources sans les payer. Et nous devons être assez forts pour refuser cela. Pour refuser cela parce que nous avons des enfants, nous avons une population, nous avons quand même notre dignité. Et nous devons mettre fin à ce genre de choses. Et ne plus accepter que nos présidents soient assassinés comme ça et les gens viennent le maquiller sous la forme. On vous crée un coup d'État en plein 21e siècle, en plein 2021. C'est d'un archaïsme et d'une barbarie que vous n'imaginez pas. Quand vous en parlez avec les gamins, je parlais avec des gamins au quartier. Il y a des jeunes gens qui sont des lycéens, ils ont 16 ans, 17 ans. Et puis ils me disent, mais monsieur, vous avez dit à la télé l'autre jour que il semble que c'était un coup. Je dis oui, c'était un coup d'État. Ils disent quoi, ça existe encore? Des gamins de 16 ans au Cameroun demandent, ça existe encore un coup d'État? Ils disent, mais attendez, mais il y a une campagne électorale aux États-Unis, on voit comment le président tourne. Même là-bas en France, on voit comment le président tourne, il fait la campagne. On voit par exemple au Canada, etc. On voit même ici, comment ça se passe en Afrique du Sud. Mais comment on dit qu'il y a les choses comme les coups d'État? Ça veut dire quoi? Il faut expliquer aux gamins de 16 ans au Cameroun ce qu'on appelle un coup d'État. Vous avez vraiment le sentiment que nous avons du temps pour ça? Nous avons du temps pour imaginer comment construire notre pays. On a justement l'impression qu'on n'a pas progressé, hein, docteur Yam, puisqu'on passe justement par des coups d'État. De perdre notre temps à faire ce genre de choses. Pire, qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Nous sommes en train de dire à des gamins de 17 ans, je les ai regardés et je me suis dit, mon Dieu, s'ils essaient de se projeter sur 20 ans, ils doivent certainement se dire que l'Afrique, c'est les coups d'État. Et vous êtes surpris qu'ils meurent en Méditerranée. Vous êtes surpris qu'ils meurent dans le désert. Vous êtes surpris qu'ils veulent partir. Nous devons nous assurer, la société civile, les hommes politiques, les intellectuels, les artistes, toute notre population, tout notre peuple d'Afrique centrale. Nous devons absolument prendre avantage de la mort d'Idriss Déby pour refaire totalement l'Afrique centrale et refaire l'Afrique. Pendant ce temps, docteur Yam, par les propos prononcés par le maréchal Idriss Déby Itno lors de la campagne électorale pour la présidentielle, ont-ils aujourd'hui signé son arrêt de mort? Parce que pour plusieurs Africains aujourd'hui, ces propos ont justement signé son arrêt de mort. Ces propos du maréchal c'était devant le peuple, devant le peuple tchadien. Pendant la campagne électorale, oui. Donc c'est tellement révélateur, c'est tellement poignant. Mais Steve, c'est surtout symbolique. Oui. Parce que ces propos ont signé son arrêt de mort. Et quand on décrypte le message qu'il était en train de passer, moi je suis de l'avis qu'il savait qu'il venait lui aussi de signer son arrêt de mort, puisqu'il cite un autre... Il cite Tombalbaye, hein? Oui. Voilà, qui avait posé un acte qu'il estimait être un acte suffisamment fort, mais au profit de ces peuples, et qui avait relevé qu'il signait à travers cet acte-là son arrêt de mort. Oui. Donc quand le maréchal président Idriss Déby le dit, grand homme qu'il a toujours été, et il le restera, va le demeurer éternellement dans nos mémoires, ça veut dire qu'il passait un message aux Tchadiens, aux Africains et au monde. Maintenant qu'il est tombé sous le coup des balles anti-impérialistes, parce que c'est un assassinat, il est établi pour nous.
Que c'est un assassinat. Que c'est un assassinat. Oui. J'ai suivi, après avoir reçu plusieurs photos hein, de la dépouille du président, on voit bien que cette dépouille a été transpercée de balles. Et donc j'ai suivi un média français, parce que parfois c'est bien de prendre, oui. Et de temps en temps, il faut les écouter pour comprendre justement ce qu'ils pensent. Ce qu'ils donnent comme argument pour pouvoir évidemment développer un contre-argumentaire. Donc ils avaient deux options. Les deux options, l'une c'était que le président, le maréchal Idriss Déby s'était déployé dans la zone des opérations et que parallèlement, il y aurait eu une colonne de djihadistes qui s'est déployée pour pouvoir l'attaquer, l'encercler, et c'est comme ça qu'il serait tombé donc mort. Et l'autre version, d'après eux, ce serait qu'il aurait invité les djihadistes à une réunion dans une pièce, lui et certains généraux, et que pendant cette réunion, elle aurait dégénéré, et donc les balles ont commencé à siffler, à crépiter, d'où le fait qu'il est tombé, et certains généraux également. Donc la troisième option, évidemment, qui n'a pas été évoquée par ces médias, elle rejoint les questions essentielles que nous posons souvent, et que le président Maréchal Idriss Déby a également posé dans sa campagne. Les djihadistes, c'est qui? Hier, je vous ai suivi le matin, vous avez montré les images de ces soi-disant terroristes. On espère seulement qu'il y a la complicité de la réaction. Vous allez voir justement les images, ces photos. Terroristes, on a montré les images, c'est lamentable, parce que c'est tellement honteux. Okay? Il y en a là que moi-même, je peux mettre à mal, alors que je ne suis pas formé. Vous n'êtes pas soldat. Maintenant, lorsqu'on parle de djihadistes, qui sont les djihadistes? Comment est-ce qu'ils sont formés? Comment sont-ils armés? Comment sont-ils financés? Comment sont-ils informés? C'est de ça qu'il est question. Il fallait qu'ils posent donc ces questions-là, parce que nous savons que la France est le vecteur essentiel de la formation, du financement, de l'information, n'est-ce pas? De l'armement. Voilà les photos, on vous montre des photos. Surtout de l'armement de ces groupes djihadistes. Parce que le Tchad, surtout en Afrique centrale, on va dire, le centre névralgique, n'est-ce pas, de l'imposition de la puissance militaire française. Et ça, c'est depuis les années 70. La France a toujours été présente, et surtout au niveau du Tchad, pour pouvoir mieux contrôler toute la sous-région Afrique centrale. La sous-région Afrique centrale. Et elle n'est pas prête, encore aujourd'hui, à lâcher prise. À lâcher prise. Et donc, tout ceci, pour nous, justifie effectivement... Vous avez justement les images, docteur Douma. Effectivement, qu'on ne peut pas poser des questions qui s'arrêtent au niveau de ces énergumènes que nous voyons ici, sur l'image. Parce que même les Africains les moins éclairés comprennent bien que ce n'est pas ces gens-là qui ont pu tuer le maréchal, président Idriss Déby, maréchal de son État, un homme qui est aguerri dans l'art de la guerre, etc., et qui ne se déplace pas n'importe comment. Donc, il est clair pour nous que c'est un assassinat, et maintenant que c'est fait, nous avons dit c'est un sacrifice suprême que le maréchal président a bien voulu donner, après avoir mené une campagne brillante, une campagne extraordinaire, après avoir gagné une élection présidentielle tout à fait légale, tout à fait légitime, et immédiatement après, il est assassiné de cette manière. Et qu'est-ce qui en suit? Il faut, lorsque le docteur Yam rappelle ce que les jeunes de 16 ans lui disent quand on parle de coup d'État, mais ça témoigne de l'aberration insistante que nous vivons tout le temps. Donc, le président gagne l'élection, il est assassiné, et puis on constitue un comité de transition, on annule un certain nombre d'institutions, y compris parlementaires, et puis on décrète qu'il y a 18 mois
pour pouvoir organiser de nouvelles élections. Alors, c'est quand même, on se demande si nous sommes encore logiques. Où est la Constitution? Où sont les lois et règlements qui encadrent ce genre d'événements? Est-ce que quelqu'un peut gagner une élection en bonne et due forme? Il décède et on décide de mettre... De l'assassiner le lendemain. De l'assassiner le lendemain. Et puis on décide de mettre... Lundi, on vous déclare gagnant, vainqueur d'une élection. Le mardi... Le mardi, vous êtes assassiné. Et immédiatement après, on met en place une espèce de comité pour pouvoir mener la transition et organiser éventuellement de nouvelles élections. Steve, nous sommes face à une situation suffisamment déplorable, en même temps qui nous donne de l'espoir. Le message, les différents messages que le maréchal président Idriss Déby a toujours donné pour des points sur lesquels nous sommes unanimes, par exemple le franc CFA, le docteur Yam l'a cité, se départir de ces accords coloniaux qui nous plongent, qui continuent de faire de nous des colonisés, on va dire, un peu éclairés. Les méthodes n'ont pas changé fondamentalement, elles sont devenues subtiles. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des crises, en réalité, beaucoup de gens pensaient que la Covid, c'est simplement une crise sanitaire. Mais nous avons très vite lu l'avenir. Parce que cette crise, forcément, elle devait engendrer d'autres crises économiques, financières, sociales, et c'est ça. Politiques également. Et ils ont bien dit, ceux qui ont fabriqué cette histoire-là, ils ont déclaré au début qu'ils étaient en guerre. Plusieurs fois dans les discours, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous qui? Contre qui? Une guerre asymétrique, une guerre sur la base d'une arme invisible. Une arme invisible, une guerre qui détruit les chefs d'État, surtout africains. D'accord? Nous en comptons déjà au moins 3. Qui sont morts. Depuis la Covid, et surtout des figures emblématiques du panafricanisme, des chefs d'État qui ont décidé de faire de leur pays désormais, n'est-ce pas, une havre de paix, avec un avenir, n'est-ce pas, pour la jeunesse, qui peut être un avenir avec beaucoup d'espoir. Alors, ce sont eux qui disparaissent, mais c'est à cause du Covid. Sauf que le Covid, on le voit pas. Si on ne le voit pas, c'est une arme. D'accord? Et ça continue malheureusement. Tous les autres qui sont décédés, on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas été des grandes figures, etc. Alors, lorsque nous parlons donc de la guerre, et nous parlons de ces différentes crises, et le docteur Yam a évoqué le franc CFA, il est clair que là aussi, ce point, je suis sûr qu'il a oublié de le relever, il faut rompre totalement avec la présence des bases militaires dans nos pays. Ça, c'est incontournable. Il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir chasser toute base militaire étrangère dans nos pays et que les Africains eux-mêmes puissent mettre en place un dispositif militaire approprié pour pouvoir protéger leurs frontières. Et pour ça, la France est très mal partie parce que de toutes les façons, elle ne va pas toujours réussir ses assassinats au niveau de l'Afrique. Il y aura certainement un moment, et nous pensons que le moment est venu pour dire stop, pour essayer de dire à la France de repenser plutôt, n'est-ce pas, sa politique vis-à-vis des pays africains pour qu'elle puisse l'adapter aux évolutions. Parce que, évidemment, si vous êtes en géostratégie et que votre stratégie reste toujours la même, c'est-à-dire tuer, piller, devait être le même prédateur, les méthodes deviennent subtiles, mais le résultat est là. Mais ça veut dire que les méthodes n'ont pas changé, alors que le monde, lui, il évolue. Donc, les Africains aujourd'hui, avec des messages comme ceux qui ont été passés encore par le regretté maréchal président Idriss Déby, ont pris conscience de ce que ce n'est pas une mort simple. C'est un sacrifice suprême qui nous laisse des acquis sur lesquels nous devons nous appuyer davantage pour continuer ce combat, parce que c'est un combat noble. Nous voulons être libres. Nous avons été créés par un créateur qui a estimé qu'il y a des pays, il y a des peuples, et que chacun a sa place dans ce monde. Ceux qui estiment
qu'ils sont plus grands que le Créateur, n'ont qu'à créer des êtres humains qui peuvent se mouvoir comme tout le monde, qui peuvent parler, qui peuvent faire l'amour, qui peuvent faire des enfants, etc. Mais, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a aucun de ces individus-là qui prétendent être les décideurs du monde, qui prétendent être l'alpha et l'oméga du monde, qui soient même capables de créer une fourmi. À plus forte raison, un être humain. Merci beaucoup, docteur Jean-René Douma, d'être là ce matin. Merci justement pour cette première prise de parole. Albert Anatole, ici, il faut quand même faire le décompte des chefs d'État qui sont morts assassinés sur le continent africain. On en compte aujourd'hui 27 avec le maréchal président Idriss Déby Itno. On prend les mêmes et on recommence. N'est-il pas de bon temps aujourd'hui, Albert Anatole, ici, de présenter au monde entier, de révéler justement à tous les Africains la charte de l'impérialisme, parce que chaque fois qu'un président de la République tombe, certains pensent tout simplement que, eh bien, on a beau bavarder, il n'y a absolument rien qui se cache derrière. Pourtant, dans la charte de l'impérialisme, tout est dit, tout est écrit, tout est mentionné. Eh bien, c'est toujours la loi du plus fort qui reste la meilleure. Oui, Steve Zongos, j'ai suivi la vidéo que la réalisation a bien voulu montrer. J'ai retenu deux choses qui sont essentielles. Pour moi, ces déclarations se constituent, à mon sens, un testament. Oui. La liberté ne se donnera pas, elle s'arrachera. C'est le premier mot-clé que j'ai retenu. La seconde chose, qui organise les assassinats, qui arme les rebelles. J'ai dit les rebelles, est-ce qu'ils tombent du ciel? Non. Voilà les deux mots-clés que j'ai retenus. Et votre thématique met de manière fondamentale sur la table la problématique du dominé, du dominateur et du dominé. Et je pense que au XXIe siècle, ce genre de situation ne peut plus être toléré. Ça doit forcément avoir des conséquences. Je vous le disais tout à l'heure, l'auteur Yam vient également de l'indiquer. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas de manière délibérée et impunie venir sur votre territoire, faire tout ce qu'ils veulent et repartir tranquillement sans conséquences. Et ça doit avoir des conséquences. Si aujourd'hui Paris s'engage dans une démarche qui vise justement à vider le contentieux historique qui le lie à l'Algérie, c'est parce qu'il y a des gens qui ont utilisé le langage que Paris connaît le mieux. Je parle du FLN. Du Front islamique du salut également. J'y arrive. Donc, je pense qu'il faut, et il est impératif, que les Africains, je parle des Africains fiers, utilisent le même langage. J'assume ce que j'ai dit. Je voudrais, c'est une parenthèse, parce que hier j'ai discuté, je me suis retrouvé quelque part, et je me suis retrouvé un peu dans une discussion un peu animée avec quelques illuminés, qui estimaient que Idriss Déby c'est un dictateur, c'est pas un panafricaniste. J'étais scandalisé par leur incurie intellectuelle, qui m'excuse de le dire. Je voudrais leur indiquer qu'il y a eu, autant il y a eu deux Kadhafi, autant il y a eu deux Idriss Déby. Et tout à l'heure également, Yam l'a soulevé. C'est-à-dire que très souvent, vous avez nos dirigeants qui ont deux personnages. Il y a le personnage qui est souvent très vomi par le peuple parce qu'ils sont considérés comme des dictateurs selon l'argumentaire des autres et leurs médias. Maintenant, quand ils prennent conscience de ce qu'il faut absolument se mettre au service du peuple, le peuple, justement, comme le disent les illuminatistes et les mondialistes, qui n'a pas une mémoire historique, oublie que oui, on peut concrétiser certaines choses. Mais il y a eu une autre Idriss Déby, c'est celui que moi je préfère retenir,
qui a pris le courage de s'exprimer peut-être de manière frontale. Lorsque un chef d'État de cette envergure, qui en passant, c'est un soldat, pas seulement un militaire, mais un soldat, vous tient des éléments de langage qu'on a commencé à suivre, pas seulement, pas récemment, notamment sur ses positions, notamment lorsque Paris lui a envoyé d'abord un constitutionniste pour violer la constitution tchadienne. En 2006. Et ensuite sur le franc CFA. Et ensuite sur les accords coloniaux léonins, il faut le préciser. Et ensuite, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Parce qu'il a côtoyé les différents, n'est-ce pas, dirigeants français et à divers niveaux. C'est très très fondamental. Donc aujourd'hui, Idriss Déby, on ne doit pas mélanger l'homme d'État à l'homme privé, c'est-à-dire l'individu, quels que soient les conflits qu'il avait au sein de sa famille ou de sa communauté. C'est ça que nous retenons. Il ne faut pas faire cette ambiguïté. C'était une parenthèse. Quand j'ai dit cela, et pour revenir à la thématique, je voudrais dire une chose. Souvenez-vous, dans son interview de 2020, M. Macron vous a clairement indiqué, ça c'est important de relire les archives. C'est une histoire qui doit être enseignée à notre jeunesse, pour rejoindre également Myriam, que M. Macron s'est engagé dans un projet. Il a dit clairement qu'il va s'engager, en 2021, il va s'engager dans divers projets qui pourront avoir des bouleversements. Et de manière également claire, il a dit qu'il va s'engager dans le contexte africain, s'engager dans un projet de renouvellement générationnel et démocratique. Il n'y a pas très longtemps, dans le cas de cette tribune, nous avons suscité un débat autour de la thématique portant sur un livre qui a été commis par un journaliste, Vincent Hugues, pour ne pas le nommer, sur les tyrans africains qui perpétuent le fait colonial. Vous souvenez? Et là-dedans, vous avez dans le viseur de l'artiste écrivain, M. Idriss Déby, Mbiangima Mbazoro, et Paul Biya, pour ne citer que ces trois cas. Un est tombé paradoxalement quelques jours plus tard, et vous disiez que ce n'est pas anodin. Lorsque un écrivain, un journaliste de français, de surcroît, parce qu'on sait le rôle qui joue sur le continent africain, ces gens qui ont la couverture. Ils se font passer pour des journalistes, oui. Nous connaissons effectivement leur rôle sur le continent africain. Lorsque celui-là se fend en écriture, eh bien, c'est pas anodin. J'ai situé le contexte. Nous avons également débattu de cette question sur le plateau. Donc aujourd'hui, vous avez donc l'un des acteurs qui était évoqué dans cet ouvrage qui vient de quitter la scène. En euros, en notre sens, parce que vous avez justement ces médias mainstream avec leurs dirigeants qui ne mettent pas en relève et en perspective le fait qu'il y a une violation de l'ordre constitutionnel. Il faut le dire. Parce que habituellement, quand ça se passe ailleurs, c'est la première chose qu'ils font pas. Mais cependant, ils ont pris acte de l'assassinat et du coup d'État. Ça, il faut le dire. Mais ils ont pris acte. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se faire harakiri. Ils ne contrôlent absolument rien. Eux qui sont... Oui. Non. Même s'ils ne contrôlent rien, ils contrôlent sur le bavardage, non? Oui. Alors, même le bavardage, ils le contrôlent. Mais dans le bavardage, ils n'ont pas dénoncé la violation de l'ordre constitutionnel du côté du côté. Et ça a eu justement de dénoncer Albert Anatola ici. Je prends des éléments puisqu'ils ne sont pas africains. Puisqu'ils sont coutumiers du fait. Oui. Ils ont l'habitude de se mettre de feu n'importe quoi, qui ne les concerne pas très souvent. Pourquoi cette fois, ils se sont tués? La réponse est dans ma question. Donc, de mon point de vue, je pense que, comme je l'ai indiqué tantôt, on ne peut pas se conduire en résigné. Dans votre introduction, vous avez convoqué deux éléments qui sont essentiels. Vous avez les collabos, qui sont les ennemis d'intérieur, comme vous les appelez. Vous avez les ennemis de l'extérieur. Et M. Déby a été victime de la trahison des hommes de l'intérieur. Je voulais quand même vous rappeler que ce jour-là, parce que nous sommes des jeunes, il faut recouper. Chaque fois que M. Déby allait au front, il avait toujours une armature assez spéciale pour sa sécurité. Et les coordonnées géographiques de ses positions n'étaient connues que n'étaient même pas connues par ses postes. C'était connu très souvent par qui, vous savez, sur le
qui a sa base militaire sur le territoire tchadien? La France. Et il n'y a que la France qui pouvait donner les coordonnées géographiques de sa position. Ça, il faut le préciser aux spectateurs qui nous regardent. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, je pense qu'à un moment donné, lorsque vous avez affaire à des individus qui perpétuent la perfidie et le crime, ça ne doit pas rester impuni. J'insiste là-dessus, ça doit avoir des conséquences. Il faut que ça ait des conséquences. Et absolument, il faut que ça ait des conséquences. Donc, je pense que je ne parle pas de l'émotion, je parle de... parce que je suis en train d'exprimer mon ras-le-bol, le ras-le-bol de tous les Africains. Bien sûr, bien sûr. Absolument. Vous avez dit, nous sommes à 27 coups d'État. Non, 27 assassinats. Assassinat, je dis. Vous avez des 27 assassinats d'hommes, de dirigeants africains. Vous avez un qui a été déporté dans leur tribunal d'exception. On calculerait, ça fait 28. Voilà. Parce qu'il a échappé belle. Maintenant, il est passé juste à côté. Vous avez maintenant les foyers de tension que le défunt maréchal a évoqué dans son élément, dans la vidéo, dans sa campagne. C'est-à-dire que les gars, il faut créer des tensions, des foyers de conflit, pour que ça puisse vous tirer votre émergence vers le bas. Mais entre-temps, ils viennent piller vos ressources. Et parmi ces ressources, il y a le pétrole. Donc je pense que tout à l'heure, Yam a compris que c'est un élément, j'allais dire, de solution. Notamment, nous avons la force africaine en attente, on attend de voir quand est-ce qu'elle va se déployer. Nous avons le contingent de la CAC, on attend de voir comment elle va se déployer. Nous avons ces choses-là, mais sauf qu'il y a un problème. C'est que toutes ces institutions sont infiltrées et inféodées par les locodères, qui sont là-dedans comme les coopérants ou les conseillers militaires. Ça pose un problème, il faut les dissoudre et recommencer sur de nouvelles bases. Nous avons également une responsabilité vis-à-vis des hommes politiques. Non, je veux dire que nous avons des hommes politiques qui ont une responsabilité. Des animateurs politiques? Malheureusement, comme vous le dites, ce sont des animateurs politiques qui n'ont aucune épaisseur, aucune envergure politique non plus. Donc ça pose donc un problème. Moi je pense que à travers, parce qu'il y en a qui, lorsque vous lisez, c'est un commentaire souvent sur les réseaux sociaux, il y a qui maintenant, donc chacun à son niveau doit agir. Lorsque le FLN et le Front National du Salut islamique, le fils justement s'est déployé en France, il n'avait pas demandé, il ne demandait pas X ou Y, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et chacun prenait sa part de responsabilité quand il le fallait, comme il le fallait. Pour le compte, n'est-ce pas, du combat, pour le compte, n'est-ce pas, du but recherché. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très fiers que nous soyons esclaves de notre monnaie. Et la preuve, c'est que il y en a qui vous disent que le franc CFA, c'est une très bonne monnaie. Bien sûr, oui. Oui, il y en a qui sont oui, voilà. Ils sont très fiers que nous soyons dans le carcan de la monnaie. Du franc CFA. Puisqu'ils vous disent que le franc CFA, c'est une très bonne monnaie pour l'Afrique. Donc, ça veut dire que moi, je pense que pour terminer et chuter, ce que Idriss Déby vient de faire, et lui-même il a dit, qu'il préfère mourir au front que de vivre le désordre qui va s'installer. Et nous ne pouvons pas non plus accepter que ces désordres s'installent. Nous ne voulons et nous n'accepterons jamais que ce désordre s'installe. Messieurs, beaucoup de personnes ont pensé qu'il y avait eu 2 Idriss Déby. Au cours de cette édition, je vous montrerai justement que Idriss Déby n'avait jamais changé. Là encore, au cours justement des débats du côté de l'Union africaine, nous allons ensemble regarder ces propos qui datent, messieurs, d'il y a très longtemps. Regardons ensemble. En 2011, l'Afrique s'est battue, l'Union africaine s'est battue. Il y avait beaucoup de foyers de tension avant. Mais beaucoup de ces foyers de tension ont trouvé des solutions à l'africaine par les Africains. Après 2011, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme désordre en Afrique a pris naissance après 2011. Nous savons tous, et nous avons tous assisté, en tant qu'Africains, vous le dites, à une violation flagrante, en fait, disons, l'un des, je dirais, aspects le plus important
contenu dans le principe de l'OIA et qui a été reconduit aussi dans le principe de l'Union africaine. L'intangibilité des territoires hérités de la colonisation, c'est un principe sacré. On ne nous a pas demandé, nos amis européens, occidentaux, quand ils ont attaqué la Libye. Non plus, ils ne nous ont pas demandé, aujourd'hui les gens meurent, quand ils ont divisé le Soudan en deux. Regardons aujourd'hui les foyers de tension en Afrique. En Somalie, le meilleur qu'on a fait, une intervention et on s'est retiré rapidement. Le désordre s'est installé. La division du Soudan a amené aujourd'hui à une guerre civile et des millions de morts, plus que les morts pendant les 50 années de guerre entre les Soudanais, entre eux, en 2 ans. La destruction de la Libye. Mon frère disait que c'était le travail inachevé. Non, le travail a été achevé. L'objectif recherché étant l'assassinat de Gaddafi, mais pas autre chose. Pas autre chose. Donc, disons-nous que le travail a été achevé. Mais ce qu'il n'a pas eu, c'est le service après-vente. C'est le service après-vente qu'il n'y a pas eu. Donc on aurait dû accompagner les Libyens pour la naissance, comme disait en son temps, la nouvelle Libye démocratique, la nouvelle Libye en paix, en stabilité. Gaddafi est mort, c'est terminé, bagage plié, on est parti. Et voilà, aujourd'hui, la Libye est devenue le terreau du terrorisme et de tous les brigands, de tous les malfaiteurs. Les Libyens sont des Hébreux, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Les Libyens de souche, pas les étrangers qui viennent détruire le pays. Le Mali, c'est une conséquence directe de la destruction et du désordre de la Libye. Le Boko Haram n'avait pas de force, du matériel. Le Boko Haram, c'est aussi une conséquence directe de la destruction de la Libye. Au Cameroun, la guerre Boko Haram au Cameroun, c'est aussi les conséquences directes de la destruction de la Libye. Les armes qui circulent dans l'Afrique au sud du Sahara, jusqu'au rivage, je dirais de l'Équateur, ces armes-là vont aller encore plus loin. Vous savez très bien, et tout le monde sait, que la Libye fait partie des pays les plus armés en Afrique et je dirais même au monde, au temps de Gaddafi. Ibrahim Boubacar Keïta, je ne dirais pas Ibeka encore, me disait tantôt que la solution est entre les mains des Africains. Monsieur le Président, mon frère, la solution n'est pas entre nos mains. La solution, c'est entre les mains de l'OTAN, qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener le désordre, l'ordre. C'est simple. Oui, mais il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. C'est notre vie. C'est l'Afrique qui est en danger. C'est l'Afrique qui est en danger. Les Nations Unies qui ont donné le quitus sont responsables aussi. Donc, aucune armée africaine ne peut aller détruire en Libye le terrorisme. Je ne dis pas le peuple libyen. Les populations libyennes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur idéologie, peuvent dialoguer et trouver une solution. Mais là où le bas blesse,
comment peut-on négocier ou dialoguer avec les intégristes, avec les fondamentalistes? C'est impossible, il n'y a pas de dialogue. Et ce sont ceux-là aujourd'hui, ceux-là qui font le jeu en Libye. Donc il n'y a que l'OTAN qui a les moyens nécessaires, comme ils l'ont fait pour faire partir Gaddafi, pour assassiner Gaddafi, à aller assassiner aussi les terroristes là-bas. La base, c'est là-bas. On tue un serpent par la tête, mais pas par la queue. N'est-ce pas? Donc, si on veut résoudre le problème du Sahel, si on veut résoudre les problèmes en Afrique, ailleurs, au sud du Sahara, il faut s'occuper de la Libye. Il faut tuer, n'est-ce pas, comment on appelle, le terroriste qui sont là-bas. Nous pourrons les accompagner, nous on va aller avec. Il n'y a pas de solution. Ça c'est un problème, je crois auquel vous ne pouvez pas chercher de midi à 14h de solution. Docteur Yambin Timba, vous avez suivi là, il faut le préciser, hein, le maréchal Idriss Déby Itno, c'était au Dakar International Forum pour, il faut le dire, la paix et la sécurité en Afrique, ça date justement de 2016. On vous parle justement de ce Idriss Déby Itno. Eh bien, il n'a pas changé, il le répétait encore une fois, vous l'avez suivi, devant un parterre d'invités, sans oublier des chefs d'État. Il y avait également la présence de Macky Sall, sans oublier bien sûr Ibrahim Boubacar Keïta, et les locaux d'armes qui étaient également dans la salle. Pour lui, il faut tuer. On tue le serpent par la tête, on ne le tue pas par la queue. Et ce qu'ils ont créé en Libye, eh bien, ceux qui l'ont créé, il faudrait qu'ils viennent justement résoudre le problème. Mais je vais ajouter quelque chose d'autre. Quand vous trouvez un serpent dans votre cuisine, vous ne l'invitez pas à dîner. Oui. Vous le coupez la tête et vous jetez dans la poubelle. Ou, si c'est une bonne vipère, on va mettre dans la marmite. Ce que je veux dire, vous savez, oui, bien sûr, ceux qui créent les problèmes, qu'ils les résolvent. Qu'ils les résolvent. Seulement, la géopolitique et l'histoire politique de l'humanité nous prouvent qu'ils ne sont pas là pour résoudre les problèmes, justement, Dr Yam. Les problèmes ne sont pas là pour les résoudre. En réalité, leur stratégie, c'est d'avoir des foyers. Des tensions un peu partout. Tensions un peu partout. Ça crée ce qu'on appelle une situation de chaos généralisé. Et lorsque vous avez donc une situation de chaos généralisé sur un continent comme l'Afrique, qui a l'avantage d'être compact, et où vous avez énormément de ressources minières, un marché à disposition et une concurrence très limitée, très faible, eh bien, en fait, ce à quoi vous faites, ce que vous créez, c'est un marché gras, c'est un marché mature, c'est un déversoir pour vos produits et c'est un puits pour vos besoins en matière première. C'est en réalité ça, la stratégie de l'Occident, c'est la stratégie de la France. Donc, aujourd'hui, malheureusement, ce que je ne cesse de rappeler aux populations européennes et aux populations françaises en particulier, c'est que leur élite ou leurs dirigeants, parce qu'en fait, ce n'est pas une élite. Une élite, ce sont des gens qui travaillent dans le sens du bien, pas dans le sens du mal. C'est ça qu'on appelle une élite. C'est ça la définition du mot élite. Des gens qui travaillent dans le sens du bien collectif, du bien commun. Lorsque vous avez des gens qui œuvrent essentiellement dans le sens du mal, et qui œuvrent dans le sens de la destruction, qui œuvrent essentiellement, utilisent des outils comme la stratégie du chaos généralisé, ce n'est pas une élite. Ce sont simplement des dirigeants, des gens qui dirigent un pays ou un peuple et qui ne méritent pas forcément leur position. Donc aujourd'hui, nous disons toujours au peuple européen et particulièrement au peuple français, faites attention, ce qu'ils faisaient hier, loin de vous, vous voyez qu'il commence à vous le faire. Vous êtes aujourd'hui, au fond, la partie du monde qui a le moins de liberté. Contrairement à ce que vous croyez. La partie qui a... Il y a plus de liberté en Chine qu'en Europe aujourd'hui. Sur un certain nombre d'aspects. Le problème, c'est que l'Europe aime à se présenter comme la jeune fille qui croit qu'elle est trop belle parce qu'on le lui a dit tout le temps. Et n'a donc pas vu la beauté des autres filles tout à côté. Il y a une telle dégradation des libertés en Europe aujourd'hui que l'Europe continue de se gargariser du fait qu'elle est particulièrement libre, qu'elle est le monde libre. Je crois qu'il y a beaucoup plus de liberté ailleurs. Et le fait, ce n'est pas un hasard qu'il y ait de moins en moins de liberté en Europe aujourd'hui et dans le monde occidental. C'est parce que toute la classe dirigeante européenne
a été au cours des derniers siècles, particulièrement au cours des 100 dernières années, a travaillé essentiellement à voir comment détruire le reste du monde, comment dominer le reste du monde. Et la meilleure façon de dominer le reste du monde, c'est d'y détruire toutes les libertés et c'est d'empêcher le reste du monde d'évoluer. La conséquence aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez moulé 3, 4, 5 générations de dirigeants et de futurs dirigeants dans un tel moule, ils vont forcément finir par se retourner contre vous-même. Et nous constatons aujourd'hui la violence parfois avec laquelle la police en Europe se retourne souvent contre son propre peuple. Même les policiers africains parfois sont un peu plus cléments, sont beaucoup plus professionnels. Donc tout cela, il faudrait que les Européens et les Français particulièrement commencent à y faire attention. Qu'ils commencent à faire attention et qu'ils cessent de penser que le discours nationaliste africain, que le discours qui appelle à la libération totale de l'Afrique, que le discours qui demande aux Européens et aux Français de rester chez eux et de commercer de façon digne et de façon respectueuse avec nous, que c'est un discours qui est contre l'Europe ou contre la France. C'est un discours qui est contre la classe dirigeante de ces pays-là. Parce que l'Afrique a une attitude de solidarité internationale que nous avons toujours constatée. Nous avons vu le Cameroun venir au secours du Cambodge. Le Cambodge, ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas peuplé prioritairement ou majoritairement de personnes d'origine africaine. On a vu le Cameroun se retrouver au secours de Haïti. Il n'y a pas que des Noirs en Haïti. On a vu beaucoup d'autres pays africains venir en aide à beaucoup de pays européens. C'est parce qu'il est dans les gènes de l'Africain d'être solidaire avec l'humanité. Et nous disons aux peuples européens et aux peuples français que ne vous gargarisez pas de ce que votre élite répète à volonté matin, midi et soir, et vos journalistes qui sont, je ne sais pas à quelle drogue ils se dopent, qu'ils rappellent la communauté internationale. Non, en Afrique, nous voulons construire la communauté humaine. Nous, la communauté internationale, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas un concept sérieux. C'est un concept qui vous domine et qui vous détruit, vous-même, vous les Européens et les Français. Ce qui est important, tous ces jeunes soldats français qui meurent en Afrique, des familles brisées, des ménages détruits, des quartiers tout entiers qui aujourd'hui se retrouvent, je parle sous le contrôle de ceux qui ont vécu un peu en Europe, mais qui se retrouvent sous le retour de jeunes gens qui ont fait la guerre, qui n'ont connu que la guerre parce qu'ils sont allés faire la guerre en début de vingtaine, et qui sont revenus 10 ans après 10 ans d'Afrique, d'Afghanistan, de Syrie, etc., et qu'on n'est pas capable de réintégrer dans la société européenne, dans la société française. Regardez la destruction morale que cela provoque. Et il faut qu'ils fassent très attention. Le commerce international de la drogue alimente en grande partie les caisses qui permettent de faire les guerres qu'on fait en Afrique et de faire les guerres qu'on fait partout dans le monde. Vous voyez très bien que ça se retourne contre les Européens. Là où il y a le plus de junkies, ce n'est pas en Afrique, c'est là-bas. C'est toujours là-bas, c'est de ce côté-là. Vous voyez comment ce qu'on utilise pour détruire ailleurs se retourne contre le peuple européen et le peuple français et les peuples occidentaux eux-mêmes. Il faudrait que ces peuples-là montent au créneau. Qu'ils comprennent que nous ne leur disons pas que notre combat nous a dépassés, nous allons le régler. Vous avez entendu le président Déby dire, nous les accompagnerons, mais c'était une façon subtile. Il sait que les pays qui ont bombardé la Libye n'ont pas de frontière avec la Libye. Justement. Lui, il avait une frontière avec la Libye. Donc, c'était une manière de dire, nous, on va faire la guerre à ces terroristes, et la colère de Boma était là pour en témoigner. Et il a d'ailleurs fait cette guerre aux terroristes, hein, il faut le préciser. Voilà. Donc, il faut que nous sachions une chose. Le Mali n'a pas décrété 3 jours de deuil national. Pour rien. Pour rien. Ils se souviennent, ils savent ce qui a été fait par l'armée tchadienne avec leur propre président en tête. Ce leadership incarné par ce président qu'on vient d'assassiner, que les balles impérialistes viennent d'assassiner, ce leadership-là est un modèle pour l'Afrique. Et ce leadership doit parler aux peuples européens parce que nous avons tendance à ne pas leur parler assez. Et ils ont le sentiment que nous avons des débats avec leurs dirigeants. Au fond, nous parlons de moins en moins à leurs dirigeants. Parce que nous sommes convaincus qu'on ne parle pas au mal. On ne parle pas au mal. On ne parle pas à la bêtise. On parle aux gens qui ont encore la capacité d'une restauration morale et d'une attitude éthique qui permettra à l'humanité de recréer la communauté humaine.
Parce que la communauté humaine est notre bien commun le plus important. Et parce qu'il est notre bien commun le plus important, il est de notre devoir à nous tous de nous mettre en accord pour la constituer. Ce que l'OTAN a fait en Libye, c'est un scandale. Et aujourd'hui, ce n'est pas les dirigeants des pays de l'OTAN qui en souffrent. Aucun de ces dirigeants ne risque un jour d'être victime d'un attentat. Ne risque un jour d'être victime de l'intégrisme qui monte en flèche dans les pays occidentaux. Que pensent justement depuis 2011 ces Africains qui pensaient que, bon, oui, Muammar Kadhafi était un dictateur, aujourd'hui c'est le chaos dans son pays, ce sont des foyers de tension sur le continent africain qui jouent d'ailleurs aux terroristes un peu partout dans les pays africains. Que pensent-ils aujourd'hui ces intellectuels? Je ne crois pas que ces intellectuels pensent. Parce que penser... je vois toujours parfois des mots aussi étonnants sur votre plateau. Je vous ai déjà dit une fois ici, l'Afrique n'a pas d'élite et c'est l'un de ses gros problèmes. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi, ce que je comprenais par là, j'entendais par là. La deuxième chose, je vais vous dire ce qu'on appelle les plus grands intellectuels, ce qu'on appelle la plupart du temps les grands intellectuels mis en avant. Ils ne pensent pas, ils ne savent même pas ce qu'on appelle penser. Si vous avez un intellectuel à qui on peut demander est-ce qu'il faut que la France parte du Sahel et qui vous dit qu'il veut des preuves, il ne pense pas. C'est un automate, à la limite même un ordinateur plus intelligent que lui. Donc, il ne pense pas. Et c'est dur ce que je dis, mais je l'assume et l'histoire nous donnera raison. Vous avez un type qui s'appelle Cissé Nyamsi, dont vous avez prononcé le nom sur l'autre jour. En 2011, je lui ai dit que Gbagbo deviendra le plus grand héros de l'Afrique après Nelson Mandela. Il m'a dit, ah, mais je suis ton aîné, il veut faire machin. Aujourd'hui, je crois qu'il a du mal à sortir de son trou pour dire un seul mot sur la Côte d'Ivoire. Donc, il faut penser, il faut pas suivre le mouvement. Il ne faut pas vouloir plaire à ceux qui paraissent les plus puissants aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de dire à ceux qui détruisent le monde, ne détruisez pas le monde. Ce que la Chine a fait en maintenant Xi Jinping au pouvoir, alors qu'il était censé partir, était une réaction, un mécanisme de défense que nous aurons, qu'il nous faudra peut-être 30 ans à analyser pour bien le comprendre. Pourquoi? Mais parce que les autres sont là, leur élite veille au bonheur, au développement, à la sécurité de leur pays. Nous, on n'a pas d'élite. Le fait qu'on n'ait pas d'élite, on ne sait pas anticiper sur un certain nombre de choses. Et lorsque nous avons même une ou deux personnes qui disent 2-3 choses intéressantes, comme celle que Déby disait, et Déby a déclaré d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On le traite de dictateur sans même comprendre ce que le terme dictateur ou dictature, ces termes veulent dire. On dit tout simplement parce que, comme les médias européens, quand ils vous traitent de dictateur, ils vont vous salir. Et donc, vous allez, la fameuse communauté internationale qui a décidé que vous serez le dictateur et donc on va faire de vous un renégat. Alors, vous avez des types chez nous qui vont commencer à vous appeler comme ça parce que ça va... faire la répétition. Pour faire la répétition. Ils ne pensent pas, les gens ne pensent pas. Lorsque vous avez... Il y a quelque chose qui me plaît souvent dans l'analyse de 3A. Il dit toujours les éléments de langage que les autres utilisent. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Les gens disent les choses d'une certaine façon. Et cette façon de dire les choses indique ce qu'ils veulent faire du monde. C'est ça en réalité la chose la plus importante. Et chaque fois que vous savez vous attarder sur ce que les gens disent et comment ils le disent, à quel moment ils choisissent de le dire, vous vous rendez compte de la façon dont ils veulent que le monde soit et quels sont leurs objectifs. Donc, en fait, Déby, est-ce qu'il a changé? Mais Déby, oui, bien sûr qu'il a changé. Le Déby de 1992-94 n'est pas le même Déby que celui qui parlait là en 2010. Mais il reste que le fond de cet homme-là a toujours été le même en réalité. Parce qu'on n'arrive pas non plus à ça, parce qu'on a fait de grandes études, ou parce qu'on a écouté beaucoup de gens, parce qu'il y a quelque chose en nous, notre personnalité, qui est quelque chose de stable et qui nous constitue comme une identité remarquable, comme une individualité. Donc, il y a le fait que, aujourd'hui, en réalité, mais à quoi faisons-nous face? Nous sommes dans une guerre que les gens nous ont déclarée et nous sommes les seuls qui ne nous rendons pas compte qu'il faut faire cette guerre. Mais nous ne devons jamais nous tromper de cible. Notre cible n'est pas les peuples. Notre cible, c'est les classes dirigeantes. Parce que ces classes dirigeantes torturent leur propre peuple. Lorsque la Chine se bat pour sortir 100 millions de personnes de la misère, pour dire qu'elle devait s'assurer que l'année dernière, il y aurait plus de pauvres en Chine, vous entendez les Occidentaux en parler? Du tout. Alors, pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que leur objectif, ce n'est pas leur peuple.
Leur peuple ne les intéresse pas au fond. Ce qui les intéresse, la fameuse communauté dont nous parlions lorsque nous parlions des accords de Toronto, je crois, du protocole de Toronto. Les protocoles de En fait, Toronto. ils ont leur communauté. Oui. Ils s'en tiennent à leur communauté. mondialiste. Leur communauté, oui, voilà, de mondialistes ou mondialistes, c'est ça qui les intéresse. Même leur propre peuple, ils les écrasent. Mais vous voyez la misère dans laquelle vit leur peuple là-bas chez eux. Mais regardez la misère dans laquelle vit le peuple français. Pourtant, les dirigeants français retiennent 50% de nos recettes d'exportation dans leur compte d'opération. Ils organisent ce qu'ils sont en train d'organiser au Tchad. Et nous disons une chose aux Tchadiens. Terminons, docteur Yam. Restaurer l'ordre constitutionnel, parce qu'en réalité, tous ceux qui vous encouragent à ne pas restaurer l'ordre constitutionnel savent qu'ils vous créent un problème, le type de problème qu'ils ont créé au Cameroun dans les années 50. Oumyobé dit réunification du Cameroun, ensuite indépendance. Il dit non, on vous donne l'indépendance rapidement, loi Gaston Defferre et ils vont vite. Si vous ne restaurez pas l'ordre constitutionnel rapidement, vous allez vous retrouver dans un piège. Et ce piège-là sera que les Tchadiens, que les prochaines élections, ils vont devoir vous tenir et en profiter pour installer la personne qu'ils voudront. Et vous risquez, vous tous, d'être assassinés parce que justement, vous représenterez un danger pour eux. Donc, restaurez l'ordre constitutionnel le plus vite possible. Soyez dignes du Tchad et de l'engagement du président Idriss Déby, comme vous-même, vous l'avez dit. N'attendez pas 18 mois. Faites-le dans les délais constitutionnels de 3 mois. Merci beaucoup, docteur Yam. Docteur Douma, dans ce deuxième élément que nous avons vu justement la dureté, il faut le dire comment tu te fais maréchal président, qu'attendent justement les autres chefs d'État pour dire haut ce que les autres pensent tout bas? N'est-il pas de bon ton aujourd'hui que ces chefs d'État aussi prennent l'initiative d'être en accord avec leur population, en accord avec leur peuple? Monsieur Sivngos, c'est une question piège. Oh, c'est pas une question piège. C'est une question piège parce que autant nous apprécions le courage du maréchal président Idriss Déby et certains rares chefs d'État africains, ils sont d'ailleurs très très rares puisque sur le continent ils sont très rares, hein, très rares. Ceux qui prennent des positions aussi tranchées et des positions qui sont soutenues par le peuple. Puisque nous parlons de la rupture, hein, oui. Docteur Douma, nous parlons de la rupture. C'est docteur Yaba commence à le dire dès son propos. Il nous faut carrément une rupture avec la France, une rupture avec l'Occident. Je suis totalement d'accord avec ça. Sauf que cette rupture-là doit être transitionnelle. On ne peut pas rompre comme si on prenait les ciseaux et on coupait un fil. Oui. Docteur Douma, si on le fait, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit justement? C'est la grande interrogation. Si on coupe, qu'est-ce qui se produit? Viens. Messieurs, on y va. La terre va s'exploser? On arrive, hein, messieurs, allons-y. Je prends l'exemple du franc CFA. Oui. Ok. Aujourd'hui, il est clair que les États peuvent décider de rompre avec le franc CFA. Parce que quand les autres ont tué Kadhafi en parlant de transition générationnelle, ils n'ont pas fait de transition. Ils l'ont tué et ils ont mis un jeune à la place. Mais quand moi je parle de transition, et c'est une transition procédurale. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut un temps à toute chose. Il faut que je me fasse bien comprendre. J'ai pris l'exemple du franc CFA. Pendant combien de temps, pendant combien d'années, il y a une sensibilisation, surtout médiatique, par rapport au panafricanisme et à la question du franc CFA. Donc nous sommes prêts. Ça fait au moins 3-4 ans. Donc nous sommes prêts. Ça fait déjà 11 ans que nous avons commencé ce combat. Ça fait 11 ans précisément que nous avons commencé ce combat. Cette période de sensibilisation a contribué à ce qu'aujourd'hui, si un pays décide de sortir du franc CFA, je suis sûr que rien ne va se passer de mal. Au contraire, il y aura des fruits. Et donc, ils ont assassiné Déby à cause de cette... Justement, ils ont assassiné Déby pour cela. À cause de cette problématique. Hein. Oui. Ils ont assassiné le maréchal président Déby, entre autres à cause de cette problématique, mais ce n'est pas parce qu'il s'est véritablement prononcé ouvertement à cela. C'est parce qu'il a posé en même temps des actes qui se perpétuent. J'aime ça, les actes. Il a posé des actes qui se perpétuent. Et là, je vais vers la première question qu'il m'a posée. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas temps que d'autres chefs d'État fassent pareil? Oui, en termes d'actes, je suis tout à fait d'accord. Parce que parfois, le silence vaut mieux que la parole. Et sur le plan politique, on a tellement entendu les politiques parler. Et puis, en fin de compte, on se demande toujours... Parler mais pas sur des sujets les plus importants. Oui, voilà, c'est même pour ça qu'il faut bien qu'on se parle, on se dise la vérité. Voilà. Mais les sujets existentiels d'importance capitale, comme ceux que vous mettez souvent sur la table ici, oui. mais
les politiques chez nous, mais c'est comme si ça n'existait pas. Et ça, c'est parfois, je me demande si nous vivons dans le même monde. Donc, ils sont tout à fait, ces politiques-là, muets. Tout à fait muets, mais un silence qui dénote d'une adhésion complice de ce que nous déplorons. Donc, mais je reviens au niveau des décideurs. Un chef d'État qui, de temps en temps, fait des sorties pour donner clairement sa position sur des thèmes qui ont de tels enjeux, s'il est courageux comme... Il sera justement suivi par sa population. Il a fait, la population, il y a l'avantage que la population sache que voici la position claire. Mais nous sommes là dans la communication orale. D'accord? Et nous savons tous que le silence relève de la communication gestuelle. Le silence peut également être des décrets, docteur Douma. Oui. Prendre un décret et déclarer haut et fort, dès aujourd'hui, nous ne voulons plus du franc CFA. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que ça? Vous n'avez même pas dit vous ne voulez plus. Je suis d'accord. Vous créez juste votre monnaie. Oui. Pourquoi? Voilà. C'est un acte qu'on pose pour dire que nous ne sommes plus d'accord. Mais on a agi par un acte précis. Parce que je suis de l'avis que si un chef d'État estime au moment opportun de donner sa position sur des thèmes aussi importants, comme le maréchal président Déby l'a fait sur toujours quand l'occasion se présente là, par exemple, l'élément que vous avez fait passer, c'était devant un parterre de beaucoup de collègues sur le plan international. De l'Ecoderme, il faut bien que j'ai suivi Anna Soula ici soit satisfait par ça. J'ai regardé l'un de ces éléments récemment, là où il a été interviewé par 3 journalistes, toujours d'une chaîne française, et là où il disait qu'il n'a jamais été heureux en réalité, et qu'il n'a jamais été heureux, qu'il souhaitait qu'en 2006, il ne soit plus au pouvoir. Et on sait on a fait venir justement un constitutionnaliste. Soi-disant constitutionnaliste. Qu'il ne connaissait pas lui-même. Qui est venu changer la constitution pour qu'il perpétue, n'est-ce pas, sa durée au pouvoir. Pour les Africains qui les traitent de dictateurs, voilà l'histoire. L'histoire est têtue, ce sont des faits. Mais en ce moment-là, qui est le vrai dictateur? Parce que jusque-là, évidemment, il faisait un jeu qui n'était pas encore tout à fait clair. Il était patient. Il attendait des moments bien indiqués pour pouvoir prendre position. Je pourrais vous montrer d'ailleurs plusieurs éléments comme ça de Déby, voilà. Plusieurs sorties de Déby, toujours aussi dures. Donc, comme le docteur Yam disait, dans le fond, l'homme n'a pas changé. J'encourage des chefs d'État qui estiment qu'ils sont déjà, que le temps est venu de dire des choses à leur peuple, de manière à ce que quand il y a des campagnes électorales, par exemple, qu'ils disent quand même la vérité. Par exemple, dans un pays comme le Cameroun, quand il y a des campagnes électorales, que les politiciens, les politiques qui veulent accéder au pouvoir... Ne vous inquiétez pas, ils ne parleront pas du franc CFA. Qui disent, qui prennent position sur des thèmes qui sont tout à fait clairs sur le plan national et sur le plan international, qu'ils prennent position. Parce que, évidemment, avec la vraie démocratie, et ils seront donc sanctionnés s'ils ne prennent pas position là-dedans, parce que ce n'est plus la période où on vient raconter n'importe quoi au peuple pour espérer pouvoir gagner l'élection et aller faire le contraire dès qu'on est au pouvoir. Donc, l'autre volet, c'est que je préfère moi également, mais l'un n'exclut pas l'autre, d'accord? Je préfère que les actes parlent conformément à la parole, qui elle sera minime, mais que les actes soient plus fréquents, plus concrets. Et c'est pour ça que je dis que les chefs d'État qui ne parlent pas forcément pour tout le monde et qui posent des actes, n'est-ce pas, qui dévoilent ce qu'ils pensent, ça aussi c'est très bien quand ça va dans le sens de la préservation des intérêts des peuples en général et des peuples africains en particulier. Albert Anatola ici, Idriss Déby Itno s'en est allé. Va-t-on dire aujourd'hui que son héritage va rentrer dans les oubliettes? Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Il y a eu 2 Idriss Déby. Oui. Parce qu'Idriss Déby qui vient par un coup d'État n'est plus le même qui prend clairement position sur des problématiques essentielles. Mais faites-on un coup d'État pour rien, Albert Anatola ici? Non, j'y arrive. Non, c'est pas la même personne. Parce que le mobile du coup d'État, il est connu. Tout à l'heure, j'ai pris la peine, justement, de faire des tableaux de distinguo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on confonde l'homme d'État et l'individu qu'il était vis-à-vis de sa communauté.
Parce que chacun vient de quelque part. Et c'est de ce côté-là, parce que la plupart des récriminations que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est très souvent des individus ou des groupes d'individus qui ont été souvent plus ou moins victimes de ses positions ou bien de sa façon de faire. Et ils ont tendance à amener ça sur l'espace politique. Non du tout. Il faut faire la différence. C'est ce qu'il essaie de dire. De ce point de vue, maintenant, moi je retiens, et je pense que c'est ce que la plupart des Africains ont retenu, l'homme politique, c'est-à-dire les souvenirs et les actes de l'homme politique, l'homme d'État qu'il aura été, le soldat qu'il aura été. Maintenant, je voudrais revenir à l'élément que la réalisation vient de diffuser pour retenir un mot, l'intangibilité des territoires hérités, n'est-ce pas, de 1884-1885. Intangibilité, ça veut dire que vous ne devez pas violer mon territoire sans mon consentement. Est-ce que l'OTAN, avec l'ONU, ont sollicité le consentement des leaders libyens en venant bombarder la Libye? Est-ce que la France a sollicité l'assentiment de Babo en venant bombarder la Côte d'Ivoire en 2010-2011? Est-ce que la France a reçu l'assentiment du leader, n'est-ce pas, d'Ibeka en allant tuer justement les Maliens du côté au nord du pays? Est-ce que la France, Paris, a sollicité l'assentiment des dirigeants centrafricains en allant violer les gamins, les enfants centrafricains lors de l'opération Sangaris? Donc, voilà les grandes problématiques. Et pourquoi ce n'est que sur le territoire africain qu'il y a comme une sorte de prolifération n'est-ce pas, des zones de tension et de conflit? Pourquoi? Justement parce que nous avons un problème avec nos élites, entre guillemets. Élite qui n'existe pas pour le docteur Yam. Bon, d'accord. Je suis d'accord avec lui parfaitement. Et docteur Douma également, pour eux, les élites n'existent pas sur le continent africain. Il faut bien qu'on se mette d'accord. Non, je mets les guillemets. D'accord. Parce que ça n'existe pas. La presse, après nos politiciens, les animateurs politiques ou les politicards. Parce qu'il n'y en a pas véritablement. Parce que si nous avions des politiciens, oui, nous n'aurions pas nos territoires qui sont constamment violés par des gens qui viennent de l'extérieur, qui foutent le bordel qu'ils veulent faire et ils repartent impunément, sans aucune conséquence. J'insiste sur les conséquences. Je pense qu'aujourd'hui, et il est impératif de le faire, Idriss Déby a laissé un testament politique à ceux qui ont le regard objectif par rapport au panafricanisme, au nationalisme africain. C'est un héritage. Il faut que cette histoire soit enseignée à nos enfants. De Gaulle n'a jamais été général. Ce n'est pas une histoire qui doit être enseignée à nos enfants. Leclerc, ce n'est pas une histoire qui doit être enseignée à nos enfants. Paris, Toulon, Christophe Colomb et tout ce qui va avec. Ce n'est pas une histoire qui doit être enseignée à nos enfants, non. C'est Lumumba qui doit être enseigné à nos enfants. Sankara doit être enseigné à nos enfants. Kadhafi doit être enseigné à nos enfants. Laurent Gbagbo doit être enseigné à nos enfants. Idriss Déby doit être enseigné à nos enfants. Samora Machel, ça doit être enseigné. Chaka Zulu et tous les autres. Voilà l'histoire qui doit être enseignée à nos enfants. C'est cette histoire-là. Pas l'histoire décolorée ou colorée. Pas l'histoire falsifiée. Il faut que ce soit cette histoire-là qui soit enseignée à nos enfants, c'est-à-dire le rôle criminel de la France sur le continent africain, sous la couverture de l'assistance humanitaire, ce que vous voulez, de démocratisation universelle. On doit enseigner à nos enfants le rôle criminel de la France sur le continent africain et de ses dirigeants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette histoire-là qui doit être enseignée à nos enfants. Et nous devons être justement les relais, et je pense que nous le faisons déjà, nous devons être le relais de cette histoire, cette véritable histoire. Elle est faite de turpitudes, de trahisons, quelquefois d'échecs, quelquefois de réussites, mais c'est notre histoire. Elle doit être enseignée à nos enfants, sans aucun tabou. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je voudrais que nous passions aux actes. Il faut que nous passions aux actes. Et que les internautes ne demandent pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons, quand nous faisons des analyses, ils nous apportent également des solutions. Chacun à son niveau. Oui. Je dis bien, chacun à son niveau doit être utile et doit pour les actes appropriés pour la libération de notre continent.
Parce que tout à l'heure, lorsque l'auteur Ndumba évoque la question des bases militaires sur le continent africain, ça n'existe nulle part ailleurs sur notre continent que sur le territoire africain. Mais pourquoi? Ils ne sont pas là pour nous protéger, ils sont là pour protéger leurs intérêts, pour protéger leurs ressources lorsque ça prend feu, le feu qu'ils allument. Donc moi je pense que nous avons besoin de deux choses pour sortir. Des actes, quelle que soit leur nature, mais il faut que ce soit des actes forts. Tout à l'heure j'indiquais fort opportunément que si aujourd'hui Paris reconnaît le contentieux historique qui le lie à l'Algérie, c'est parce qu'il y a eu les actes forts qui ont été posés par les nationalistes algériens. Il faut que ces actes forts soient posés. Que ce soit sur le territoire français ou soit au niveau de leur base militaire, que ce soit des actes forts qui comprennent que non, les temps ont changé en Afrique. Ce n'est plus la même jeunesse qui est là. Ce n'est plus les mêmes époques. Et puis, l'Afrique ne peut pas être leur avenir. Deuxième chose, je suis par là. La présence de M. Macron au Tchad, moi, ça me pose un peu de problème. Et ça également, c'est une autre lâcheté. Oui. Parce qu'il va arriver là-bas, il va faire pression, il va donner l'impression que c'est lui qui conclut le jeu, c'est lui le maître du jeu. Il est qui pour être le maître du jeu? Qui est-il pour être le maître du jeu sur un territoire qui est situé à plus de 6000 km de Paris? Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut poser les actions fortes pour qu'on s'entende très bien. Merci beaucoup Albert Anatola ici, messieurs, permettez-moi de lire des messages de nos téléspectateurs et puis on va se séparer ce matin. Bonjour à tous, je propose que nos chaînes aient des slogans à chaque 30 minutes contre la France. Exemple, avec la France, l'Afrique ne sera jamais développée. La France se nourrit pendant des guerres africaines. La France, le malheur de l'Afrique, peuples africains, levons-nous contre les Français. Dans tous nos pays, c'est Issa Souradiou Parakou au Bénin. Il nous a écrit de Parakou au Bénin ce matin. Bonjour à tous, moi c'est ce que je vois, c'est pas la France qui a tué Déby, plutôt c'est son fils qui l'a tué, parce que la France ne peut pas tuer Déby pour donner encore le pouvoir à son fils, jamais. En tout cas, c'est votre opinion et c'est votre droit le plus absolu. Quelqu'un nous envoie des images et encore des images. Monsieur Steve, où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Et Thomas Sankara, Kadhafi, Déby et les autres, que viennent faire le traître au Tchad? Macron veut détruire ce pays. J'espère que tous les chefs d'État en Afrique doivent dire non à la dictature, aux colonisateurs, les pilleurs, les tueurs, et ils ont monté leur coup pour tuer Déby. Voilà, Déby nous a quittés. Je pense bien que le reste des présidents prendront la leçon. Adieu, mon président, c'est Adia de Douala qui nous a écrit ce matin. Bilim Jonas nous a également écrit bonjour DBS, bonjour la matinale, monsieur Ngos, il faudra que les chefs Douala Bassawa demandent à l'église catholique de leur présenter les documents qui leur octroient les terrains de la cathédrale d'Aqua et du collège Liberman. Monsieur Ngos, sans vous mentir, j'ai très mal, ces terrains me font mal lorsque je passe par là. Merci et bonne thématique à vous. Merci également, c'était pas le sujet, mais merci quand même de nous avoir écrit. Bonjour DBS TV, bonjour à tous vos panélistes. Quand nous voyons des Africains qui jouent les jeux de la France, vraiment, c'est regrettable pour ces Africains. Et en fin de compte, ils vont être tués par cette même France et jetés aux oubliettes. Toujours votre opinion, messieurs. Bonjour Steve, ainsi que les panélistes. Une question à Dr Yam Timba. Si c'est la France qui a tué Déby, non, pourquoi le président français assiste aux obsèques? C'est Bouakar qui est du côté du Burkina Faso et qui nous a écrit ce matin. Bonjour Steve, bonjour Didier. Ce matin, la mort du maréchal doit permettre aux États de l'Afrique centrale de rompre tous ces accords coloniaux et secrets et mettre devant le peuple de nos États afin que nous soutenions nos chefs d'État dans ce grand combat. C'est Mahmoud Hamzin depuis Bonamoussadi, ici même à Douala, qui nous a écrit. Bonjour Steve, et à tous vos invités, que Dieu vous protège et à travers vous tous les vrais combattants pour la libération de notre Afrique. Mère paye à l'âme de notre référence Idriss Déby et les nègres de maison ont encore livré un digne fils d'Afrique. Et là encore, je n'épargne pas la complicité de certains chefs d'État africains. Et cela se justifie par le silence de l'Union africaine, des organisations sous-régionales. Et pour ma part, nous devrons d'abord combattre les ennemis de l'intérieur, ces endocollants, avec à leur tête l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales. Sinon, nous ne cesserons jamais de pleurer et de plus sortir de leurs soi-disant organisations internationales qui ne cautionnent que des crimes. Rachid depuis Bafilo au Togo, bonne suite du combat. Ça ne serait pas facile, mais nous y arriverons et surtout, sachez qu'ils viennent de faire naître des milliers de débits. Merci à vous également, Bafilo, qui nous écrit depuis le Togo ce matin.
Bonjour, je n'ai que le son, sans image. Jessa, depuis Yaoundé ce matin. Eh bien, il n'a que le son, il n'a pas d'image du côté de Yaoundé. Il n'a pas donné justement sa position. Bonjour Steve, je ne comprends pas le silence des nations arabes qui se trouvent en Afrique. Franchement, hein, c'est pas des frères, c'est pas des frères, c'est des gens là que nous voilons la face, nous voilons pas la face. Viendra aussi le moment où nous les chasserons de notre continent. C'est Admira FR qui nous a écrit depuis la France ce matin. Bonjour DBS Matin, bonjour à vos illustres panélistes. Ce énième assassinat d'un panafricain doit interpeller davantage la conscience du peuple africain qui doit se lever contre un seul homme, comme un seul homme, afin de sortir définitivement les griffes du prédateur qu'est la France qui tue et pille notre continent depuis la nuit des temps, juste pour nous maintenir dans un état de pauvreté extrême. La lutte pour la libération impérialiste, bien qu'elle sera rude, eh bien, il en vaut désormais la peine pour nos peuples. C'est Bekada qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Bonjour à tous, bravo pour le travail que vous faites. Comme le dit le docteur Yam, la mort de notre maréchal est une mort de trop. Et cette mort, cet assassinat, ne doit pas rester sans conséquence. C'est le moment de faire en sorte que la peur change vraiment de camp. Force à vous. C'est JP qui nous écrit depuis la France, lui également ce matin. Bonjour le panel, j'ai suivi Achille Mbembe dans TV5 et il y a quelques semaines où une question lui a été posée. La France doit-elle quitter le Sahel? Il a répondu, je ne sais pas. Voilà l'élite africaine de Macron. La classe élitiste française est aux abois après que les Africains aient pris conscience des jeux et enjeux géopolitiques et géostratégiques qui structurent le monde. En effet, l'assassinat lâche et barbare du guide libyen Muammar Kadhafi, la déportation du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, puis l'assassinat du maréchal Idriss Déby ont sonné le glas du déclin de la France en Afrique. C'est pourquoi M. Macron s'agite, après avoir reçu des conseils de Sieur Sarkozy, de s'attacher les services d'un universitaire africain. Bonjour Steve, bonjour l'Afrique, mes sincères condoléances à la famille du maréchal. Nous sommes préparés, nous le peuple panafricaniste, nous allons tuer chaque Français dans la rue, surtout dans l'autre continent, pour venger la mort du maréchal Idriss Déby, Constantin depuis Kribi, la ville balnéaire. C'est un peu dur, mais il faut également avoir raison gardée. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous vos panélistes, je pense qu'il faudrait asseoir le concept de dictateur dans une émission, car ce thème a cette particularité d'être utilisé dans des contextes suivants. Lorsqu'on veut discriminer publiquement un dirigeant, pour avoir des arguments de campagne ou élections locales, pour stigmatiser certaines actions délibérées de certains dirigeants, il faut qu'on mette le doigt dessus pour que cela soit clair pour tout le monde. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Un dernier, s'il vous plaît, pouvons-nous avoir l'intégralité du discours de Déby Itno? Vous l'avez eu, on ne peut plus recommencer. L'émission est déjà terminée d'ailleurs, hein, il faut le préciser. Bonjour Steve et à votre panel, tout est clair dans le discours du maréchal. Avant son assassinat, nous devons prendre l'initiative pour arracher notre liberté et pour cela nous devrions poser un ou des actes forts. Et ils tremblent car ils ont eux aussi poser des actes et attendre de voir notre réaction. Si rien n'est fait, ils vont recommencer. C'est Abena qui nous écrit depuis la France. Maman Thérèse nous a également écrit, je vais lire son message. Bonjour Steve, bonjour à vos invités, je soutiens Anatole pour ses propos. Il faut agir comme la France elle-même agit. C'est ce qu'elle connaît le mieux. 27 dignes fils d'Afrique assassinés par ces gens, c'est trop. Maman Thérèse depuis Piti Dibamba, oui ça c'est Maman Thérèse depuis Piti Dibamba qui nous a écrit. Il y a également Ahmadou depuis Marois qui nous a écrit. Ils sont très nombreux d'ailleurs, également les anonymes qui nous ont écrit, Malik Sabam, Norbert de Lomé, Elodie de Bangui qui nous a également écrit ce matin, et sans oublier plusieurs anonymes. Mais c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin. Docteur Yamin Tima, merci d'avoir été là ce matin. Je vous en prie. Docteur Jean-René Douma, merci également à vous d'avoir été là ce matin. Merci M. Steve. Albert Anatola ici, merci d'avoir été avec nous ce matin. De répondre rapidement à cet étonnant qui... je voudrais lui faire comprendre qu'il y a bien une base militaire française au Tchad. Pourquoi cette base militaire n'a pas soutenu l'armée tchadienne lors de ces opérations? J'espère qu'il va suivre votre question. Merci monsieur d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre... La disparition du président tchadien, Idriss Déby, suscite l'inquiétude des États voisins et plonge le pays dans l'incertitude. Le Tchad se trouve aujourd'hui dans une situation très délicate. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.